Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 15e numéro d'Entre nous soit dit. Cette émission va être consacrée à un invité qui aurait dû normalement être le premier invité de Nicolas Sarkozy. Et je m'explique. Parmi les projets très importants que le président de la République nouvellement élu veut porter sur les fonds baptismaux, il y en a un qui est particulièrement important et particulièrement sensible à tous ceux qui voyagent dans les transports en commun. Il s'agit du service minimum. Il était question d'instaurer un service minimum dans l'ensemble du service public, mais l'essentiel, bien sûr, consiste au service minimum à la SNCF. Eh bien, il se trouve qu'il y a un moyen très simple de créer ce service minimum sans aucune difficulté de la moindre espèce, et que la personne que j'ai invitée va pouvoir vous le dire très tranquillement. Il s'agit de Christian Girondeau. Christian Girondeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française des automobiles clubs, et vous avez été bien sûr extrêmement connu en tant que spécialiste des questions routières, puisque vous avez été ce qu'on a appelé Monsieur Sécurité. Vous avez en particulier incité les Français à porter la ceinture de sécurité et bien d'autres conseils qui ont porté leurs fruits, car aujourd'hui nous sommes quand même, avec beaucoup d'efforts bien sûr et beaucoup de temps passé, devant une situation qui s'est améliorée, moins d'accidents, moins de problèmes, même s'il y en a encore beaucoup trop. Alors si je disais que vous êtes celui qui pourriez donner un excellent conseil à M. Sarkozy, c'est tout simplement parce qu'il y a un décret de loi qui date de 1934 et qui est la cause principale des troubles du service public à la SNCF. Alors je m'explique, je fais état d'une science que je tiens de vous. En réalité, ce décret de loi interdit tout simplement la création de services d'autocars entre les différentes villes du territoire français. Alors pouvez-vous nous expliquer d'abord pourquoi ce décret a été pris en 1934 et pourquoi depuis 1934 on n'a jamais pris la simple mesure consistant à barrer d'un trait de plume ce décret? Après tout, il a plus de 70 ans, il a fait son temps, et créer une aimable concurrence qui permettrait effectivement, en cas de grève, aux usagers de bénéficier de transports en commun parfaitement fiables. Oui, c'est un vaste sujet. C'est celui des transports dans notre pays. Il faut savoir que dans notre pays, je dirais d'ailleurs d'une manière générale dans les pays développés, aujourd'hui, c'est la route qui assure l'essentiel des transports. C'est l'automobile pour les personnes et les camions pour les marchandises. Et ça, c'est pas dû à la volonté des gouvernements. Les gouvernements, en France en particulier, ont toujours cherché, au contraire, à sauvegarder le transport public. Mais il se trouve que nous avons en France deux politiques des transports. Nous avons la politique de transport des pouvoirs publics, qui est simple, il faut que les gens prennent les transports en commun, il faut que les entreprises transportent leurs marchandises par la voie ferrée ou par la voie d'eau. Ça, c'est la politique des transports publics. Puis il y a la politique des usagers, et les usagers, malheureusement, font exactement le contraire de ce que souhaitent les pouvoirs publics. C'est-à-dire que nous avons deux politiques des transports qui n'ont aucun point commun. Et ce qu'oublient les pouvoirs publics, ce qu'ils ont oublié jusqu'à présent, c'est qu'en dernier ressort, celui qui décide, c'est l'usager. Alors l'usager, dans la plupart des cas, dans un pays comme le nôtre, a eu recours, et a toujours recours, aux moyens de transport individuels. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus efficaces, globalement, ils sont plus économiques, et il faut quand même rappeler que les transports par route rapportent beaucoup d'argent, par le canal des taxes que nous payons les uns et les autres quand nous allons faire le plein à la pompe, alors qu'au contraire, les transports ferrés et les transports publics coûtent énormément d'argent, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, ce sont des sommes dont nous n'avons aucune idée, c'est bien plus que le déficit de la sécurité sociale. Donc nous avons cette situation d'ensemble. Alors ça ne veut pas dire, ça je crois qu'il faut le dire tout de suite, qu'il n'y a pas une place pour les transports publics ou pour les transports ferrés. Pour les transports publics dans les grandes villes, et il est bien évident que, on le sait d'ailleurs quand il y a des grèves, quand le train s'arrête, quand le métro s'arrête, une agglomération comme celle de Paris connaît des problèmes très sérieux. De même,
j'utilise, comme probablement une partie de ceux qui nous écoutent, relativement fréquemment le TGV, parce que si je vais à Bruxelles, par exemple, c'est très commode. Il y a des marchés, mais ce sont des marchés de niche. Et l'essentiel, aujourd'hui, l'essentiel de nos transports est assuré, soit par l'automobile, soit par le camion, et c'est tant mieux, parce que ce sont les modes les plus efficaces. Alors voilà, je crois, le cadre général des transports et de la situation assez curieuse que nous connaissons, d'avoir des pouvoirs publics, quelles que soient les orientations politiques, qui cherchent à imposer le contraire de ce que souhaitent les usagers et qui n'y arrivent pas. Alors, précisément, nous allons en venir à ce fameux décret-loi de 1934 qui a été institué pour que la SNCF ne subisse pas de concurrence. Là encore, on était dans le problème du monopole, l'éternel problème du monopole. La France, patrie, mère des arts et du monopole. Et donc, nous sommes aujourd'hui, alors que nous sommes au XXIe siècle, encore tributaires de décisions qui ont été prises dans des conditions dont on peut évidemment débattre, mais qui aujourd'hui n'ont plus la moindre réalité. Et j'aimerais quand même que nos téléspectateurs sachent, avant que vous ne développiez ce sujet, d'où je tire une partie de ma science. Eh bien, c'est d'un ouvrage particulièrement intéressant, intitulé « Les danseuses de la République », que vous voyez à l'écran en ce moment, que Christian Girondeau a publié il y a un peu plus de 2 ans, et sur lequel, curieusement, ou plutôt normalement, on n'a pas fait tellement de bruit, parce que ce que dit Christian Girondeau dans cet ouvrage est tellement explosif, alors que c'est en fait très simple. Il s'agit tout simplement de dire la vérité des chiffres et la vérité des faits. Que tous ceux qui sont à la tête d'un média, quel qu'il soit, ont sans doute pris peur, et du coup, à part quelques connaisseurs, et bien entendu le public qui vous est attaché, ceux qui vous connaissent, moins de gens qu'il n'aurait fallu ont pris connaissance de cet ouvrage. Mais je vous le recommande très chaudement. Si vous voulez briller en société, si vous voulez en plus vous disputer avec la majorité des convives, soyez-en sûrs, vous avez là de quoi nourrir toutes les discussions. Alors, c'est un ouvrage qui a été publié aux éditions de l'Harmattan. Si vous ne le trouvez pas en librairie pour l'instant, parce que les ouvrages disparaissent vite dans les librairies, chacun sait qu'il reste quelques semaines, au mieux quelques mois, vous le trouvez sur Amazon par exemple, sans publicité, sur Internet, vous pouvez le commander sans aucune difficulté. Donc, cet ouvrage est extrêmement précieux, car il dit, et je l'affirme sans aucune espèce d'hésitation, la vérité sur la plupart des problèmes des transports. Alors, Christian Girondeau passe peut-être pour ce que l'on appelle un représentant du lobby routier. C'est une plaisanterie parce qu'il n'y a pas de lobby routier, contrairement à ce que tout le monde pense, et j'en ai une preuve formelle, c'est que s'il y avait un lobby routier, les automobilistes ne seraient certainement pas les vaches à lait qu'ils sont au profit de l'État. Donc il n'y a pas vraiment de lobby routier. Il y a en revanche un lobby ferroviaire, il y a un lobby des fonctionnaires, des services publics de transport, il y a de très nombreux lobbies, mais en l'occurrence les automobilistes sont individualistes et ne sont pas représentés autrement que par des fédérations qui, quelle que soit la validité de leurs actions, ne représentent pas le moyen de pression que pourraient avoir des automobilistes bien organisés. Alors, revenons à ce problème de monopole, Christian Girondeau, et rattachons-le, si vous le voulez bien, à ce fameux problème du service public minimum que le président de la République veut instituer dans les transports en commun, et singulièrement à la SNCF. Alors, on nous dit que c'est une atteinte au droit de grève, il y a aussi le droit d'obtenir un bon service public, et d'un autre côté, si l'on abroge ce décret de 1934, si l'on permet à n'importe qui, avec les conditions de sécurité bien entendu, d'établir un service d'autocar où il veut et quand il veut, il est évident que le problème de ces grèves ne se posera plus de la même manière. Oui, c'est tout à fait exact. Encore qu'il faille différencier les très grandes agglomérations et le reste du territoire. Je commencerai peut-être par le reste du territoire, et là, je vais poser 2 questions à ceux qui nous écoutent, et peut-être d'ailleurs à vous-même. La première question, vous savez qu'en France, nous avons des transports express régionaux, les TER. Les TER, c'est une priorité des régions. Les régions dépensent à peu près autant d'argent pour les TER que pour les lycées. Donc c'est le service public, c'est plus de 3 milliards d'euros par an dépensés pour les TER. Alors, la question que j'ai eu la curiosité de faire poser par un organisme de sondage incontestable, il s'agit de l'Ipsos, elle était double. La première question, c'était, à votre avis, quelle est la proportion de nos compatriotes qui utilisent régulièrement les TER? Et par régulièrement, c'était au moins une fois par semaine. Donc une définition assez large de l'usager régulier.
Et quand on pose cette question, en leur demandant, non pas ce qu'ils font eux-mêmes, mais ce qu'ils pensent être, nos compatriotes disent à peu près la proportion en moyenne est de 36%. Donc, nos compatriotes pensent que les TER ont 36% d'usagers réguliers, que 36% des gens qui habitent la province prennent au moins une fois par semaine le RER. Le TER. Le TER. Le Ah, TER. pas le RER. Le TER, le RER, c'est pareil, on dira plus tard. Les TER. La réalité, c'est une autre question du même organisme qui, là, ne disait pas qu'est-ce que vous pensez, mais qu'est-ce que vous faites. Et savez-vous quelle est la proportion des gens de province qui utilisent régulièrement les TER? Eh bien, je ne sais pas quel chiffre vous diriez, mais je dirais qu'elle est avez dit ce que je vous ai lu. Et vous m'avez lu. Elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Elle est de 1%. 1% des gens de province utilisent les TER au moins une fois par semaine. Donc, nos régions dépensent autant d'argent pour assurer les transports de 1% de la population que pour les lycées. Voilà l'état dans lequel nous sommes au point de vue des informations. Et d'ailleurs, j'incite ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à faire l'expérience eux-mêmes. Allez prendre un TER en province. Vous verrez des trains tout neufs, vous verrez des gares, il y a 2600 gares, avec des gens qui sont là pour vendre des billets, mais pas de clients. Et dans ces trains, vous verrez 5 personnes, 10 personnes, ce sont des trains qui circulent à vide, pratiquement à vide. Et, sauf exception, bien sûr il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble c'est ça. Et ces chiffres ne sont pas fantaisistes, ils coïncident avec les statistiques de la SNCF. Donc nous dépensons plus de 3 milliards d'euros pour transporter 1% de la population de province. Le simple rapprochement de ces chiffres montre à quel point nous avons une espèce de religion et surtout à quel point nous sommes désinformés, parce que je suis persuadé que même les responsables régionaux, puisque tout ça dépend des régions, ne le savent absolument pas. Ils croient que tout le monde prend les TER. 80% des habitants de province ne les prennent jamais, et je vous dis, les usagers réguliers, c'est 1% de la population. Alors, pourquoi en sommes arrivés là? Effectivement, et là j'en viens à votre question, c'est que, quelle est la solution? Évidemment, la solution, c'est pas d'entretenir 20 000 km de voies ferrées, 2600 gares pour 1% de la population. C'est ce que nous faisons. Mais c'est une voie sans issue. Il y a des rapports qui disent, mais attendez, si on veut que les voies soient bien entretenues, il faut dépenser encore beaucoup plus d'argent. Non, la solution quand il y a peu de trafic, c'est celle qui existe partout ailleurs, c'est de mettre le trafic sur des autocars. Mais encore faudrait-il qu'on ait en France le droit de créer des lignes d'autocars. Eh bien, grâce, ou à cause plutôt, du fameux décret loi de 1934, nous n'avons pas en France le droit de créer librement de lignes d'autocars. Alors, c'est absolument ubuesque, parce que, par contre, nous pouvons créer librement, sans en avertir personne, des lignes d'avion. Si vous voulez créer une ligne d'avion en France, c'est parfaitement possible. Il n'y a besoin d'aucune autorisation. Si vous voulez créer une ligne d'autocar, vous avez besoin d'une autorisation qui ne vous est jamais donnée pour protéger la SNCF. Alors voilà, si vous voulez, un des paradoxes de la situation dans laquelle nous sommes. Ceci, encore une fois, n'est pas valable pour les très grandes agglomérations où on pourrait s'interroger. Mais on sait très bien que dans le centre de Paris, il faut utiliser le métro, que même s'il y avait des lignes d'autobus librement créées, ça ne suffirait pas. Mais pour l'essentiel de notre territoire, nous avons une législation qui date de presque un siècle et qui a été élaborée en 1934, effectivement, pour protéger les chemins de fer, avec d'ailleurs des conséquences tout à fait incroyables, parce que nous avons tué, à cette époque, toujours pour protéger le chemin de fer, le camion, l'industrie du camion, puisque les marchandises ont été réservées au chemin de fer. Et l'une des conséquences méconnues de cette situation, c'est qu'au moment de la guerre, eh bien, nous avons eu en face de nous des Allemands qui, bien entendu, arrivaient en camion, et nous n'avions plus de camions, ni d'industrie du camion en France, et on est revenu aux véhicules hippomobiles, les véhicules à chevaux. Et ce qui explique que, quand on voit les films de l'époque, l'armée française sur des véhicules à chevaux, parce que quelques années avant, nous avions tué l'industrie du camion, en oubliant complètement que nous avions gagné la guerre de 14 avec le camion. Parce que, à Verdun, la voie sacrée, c'est ce qui a permis de sauver le pays. Et nous avions une industrie du camion extrêmement prospère,
que nous avons tués au nom de la protection du chemin de fer, quelques années avant la Deuxième Guerre. Alors, parmi les anecdotes que votre livre recèle, il en est une dont je ris exactement de la même manière à chaque fois tellement elle est drôle, c'est celle de ce père d'un jeune garçon qui fréquentait un collège et qui s'y rendait par le biais d'un autorail, qui écrit au directeur de la SNCF pour lui expliquer que l'autorail que prenait son fils était programmé à 8h05, ce qui lui permettait d'arriver avant 8h30, heure de début de ses cours, mais qu'un changement d'horaire, il avait été porté à 8h15, le faisait arriver en retard. Il comptait bien entendu sur la diligence du président de la SNCF ou du directeur pour établir cet horaire, ce qui ne devrait pas lui poser beaucoup de problèmes, son fils étant le seul passager habituel de cet autorail. Je trouve que c'est une anecdote absolument extraordinaire, mais au fond, pas si irréaliste que ça. Et elle n'est pas irréaliste. Moi, je l'ai fait à titre personnel. Je me souviens très bien avoir été à une réunion de travail à Sochaux. Alors, vous partez de Paris par TGV, bien à dire, aucun problème, jusqu'à Dijon. Puis de Dijon à Besançon, si mes souvenirs sont bons, vous avez moins de monde. Et puis après, vous avez un fameux TER. Et là, je me suis retrouvé dans un wagon de première de 70 places, et nous étions deux. Alors, quand on ne sait pas trop quoi faire dans le train, on engage la conversation, et je me suis rendu compte que ce monsieur allait à la même réunion que moi. Alors, ce qui est le plus extravagant, c'est que s'il n'y avait pas eu cette réunion, il n'y aurait eu personne. Et d'ailleurs, au retour, j'étais seul, parce que lui, il était resté, il avait quelque chose d'autre à faire, et moi, je suis rentré seul dans ce wagon. Il nous avait laissé tomber, c'est pas sympa. Oui, il m'avait laissé tomber, j'avais vu personne pour discuter. Tout ça peut paraître surréaliste, mais il faudrait faire l'expérience, parce que finalement, et ça rejoint ce que vous dites, si personne ne sait que nous sommes parcourus, que la France est parcourue de trains pratiquement vides, c'est que personne ne les prend. Alors, c'est plutôt cocasse d'y réfléchir, mais quand on y réfléchit, c'est la vérité. Comment voulez-vous savoir qu'ils sont vides, puisque personne ne les prend? Et c'est la réalité, et j'invite ceux qui en ont la possibilité à faire l'expérience eux-mêmes. Ils seront stupéfaits. Alors, ce sont des trains qui pèsent, qui ont un poids, une charge, une tare de 200, 300 tonnes, et qui transportent 2, 3, 5, 10 personnes. Vous imaginez le coût de revient. Alors le coût de revient, il est très simple, je le rappelle, c'est 3,5 milliards de subventions que nous, contribuables, nous versons chaque année par le canal des conseils régionaux pour transporter 1% de la population. Alors, puisqu'on en est aux subventions et aux chiffres, on ne va pas accabler nos téléspectateurs de chiffres, mais quelques-uns sont quand même nécessaires pour bien comprendre. Il y a un phénomène dont peu de gens ont pris conscience ces temps derniers, mais dont les connaisseurs ont pu apprécier l'ampleur. La SNCF a connu un véritable miracle. Elle était déficitaire dans des proportions absolument astronomiques, et tout d'un coup, elle est à l'équilibre. Alors, je sais que les gouvernants font beaucoup de miracles, mais là, il faudrait quand même que nous expliquiez quel type de miracle a permis qu'aujourd'hui, les journalistes, pieusement, nous indiquent que la SNCF est à l'équilibre. Si je peux me permettre, vous sous-estimez le miracle. La SNCF est devenue largement bénéficiaire. C'est ce que vous lisez partout. Alors, nous sommes un pays quand même assez extraordinaire, parce que nous avons une entreprise, la SNCF, dont la seule activité sont les chemins de fer, et d'ailleurs, il n'y a que la SNCF qui exploite les chemins de fer, qui fait des bénéfices par centaines de millions, et nous, en tant que contribuables, nous payons chaque année pour les chemins de fer 12 milliards d'euros. Alors, vous allez me dire, c'est quand même extraordinaire. Comment? En payant 12 milliards d'euros, c'est-à-dire ce que n'importe qui appellerait le déficit, nous pouvons avoir une SNCF qui est bénéficiaire. La réponse, elle est très simple, c'est que tout est truqué. Tout est truqué. Les pouvoirs publics ont fait en sorte que tout ce qui est déficit passe dans d'autres organismes que la SNCF. Alors, il y en a un qui est très connu, il s'appelle RFF, donc c'est le réseau ferré de France, à qui on a transféré l'infrastructure, et qui donc reçoit de l'argent de la SNCF. Alors vous allez me dire, s'il reçoit de l'argent de la SNCF, c'est très bien. Oui, sauf que, par ailleurs, RFF verse à la SNCF plus d'argent que ce que la SNCF lui remet. C'est-à-dire que vous avez un propriétaire qui donne de l'argent sans locataire. Ça, c'est une des manières, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, il y a des locomotives diesel.
Les locomotives diesel ne payent pas la TIPP que payent les camions. Le diesel, le fuel pour les locomotives est détaxé, ce qui n'empêche pas la SNCF de dire que les camions lui font une concurrence déloyale, alors que c'est les camions qui payent évidemment des taxes élevées et que la SNCF n'en paye pas. Mais ceci, ce sont quelques exemples. Mais le résultat, quel est le résultat finalement? C'est que ce que nous versons, nous, en tant qu'usagers, comme subvention à la SNCF appelle ça des recettes. Donc elle met dans les recettes les subventions qu'elle reçoit des finances publiques, c'est-à-dire des contribuables, et elle arrive à avoir des comptes bénéficiaires, alors que jamais des contribuables n'ont autant payé. Alors, les chefs d'entreprise vont évidemment apprécier cette formule qu'ils vont, je pense, essayer de mettre en œuvre eux-mêmes, parce que c'est quand même très intéressant, quand on a un déficit, de le compter dans le chiffre d'affaires. C'est exactement ce que fait la SNCF. Donc, n'importe quelle entreprise ferait faillite, évidemment, dans ces conditions, mais pas la SNCF, parce qu'elle fait partie, finalement, de ce que l'on appelle l'essence du pays, l'essence de la France. Il y a la sécurité sociale et la SNCF, qui sont, évidemment, pour ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup, les atouts principaux de la France, et malheureusement, pour cette thèse, c'est bien plutôt le contraire qui est la vérité, c'est-à-dire que tout ceci pèse très lourd dans l'ensemble des déficits français. Alors, question que j'aimerais vous poser également, ce pitour de passe-passe qui a été fait au profit de la SNCF, comment se fait-il quand même qu'il ait trompé à ce point les médias? Est-ce qu'ils ont été approchés par les responsables de la SNCF pour raconter n'importe quoi, ou bien est-ce que c'est leur propension naturelle? Je pense que ça, c'est une question assez fondamentale qui rejoint un sujet qui est beaucoup à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. Bon, bien sûr, il y a des journalistes qui savent ce qu'il en est. Une minorité, pas la majorité. De temps en temps, on voit des articles disant cette année, les chemins de fer ont coûté 10 milliards, 12 milliards. Il y a des rapports parlementaires ou comme ça qui détaillent tout ça. Tout ça n'est pas secret. Et puis, vous avez la force de communication de la SNCF qui a des dizaines et des dizaines de personnes à son service, rien que pour la communication. Plus 170 000 cheminots et toute leur famille, qui, bien entendu, vont expliquer l'utilité qui parfois est réelle, mais parfois est imaginaire, de ce qu'ils font. Et donc c'est cet énorme pouvoir qui n'a pas en face de lui de contre-pouvoir. Ça, c'est un problème de la société française. Nous n'avons pas su construire des contre-pouvoirs comme il en existe à l'étranger. Et alors finalement, ce qui est mon cas, ce qui est dans d'autres domaines le vôtre, ceux qui disent la réalité, pour prendre une image, ont l'efficacité du caillou en face du rouleau compresseur. Quand le rouleau compresseur est passé, il reste du sable. Et c'est exactement dans ce domaine comme dans d'autres ce qui se passe. Les faits sont là, ils sont incontestables, personne ne les conteste, mais finalement la désinformation est tellement puissante que la réalité n'arrive pas au niveau de nos concitoyens. Et c'est comme ça qu'on fait perdurer des situations qui sont extrêmement dommageables, parce que dépenser de l'argent pour les hôpitaux, dépenser de l'argent pour les universités, dépenser de l'argent, pourquoi pas, non seulement pourquoi pas, mais il en faut. Mais dépenser de l'argent pour faire circuler des trains vides, je voudrais savoir quelle est l'utilité pour le pays. Alors la question qu'on peut se poser également, c'est de savoir pourquoi l'industrie automobile, qui est quand même puissante en France et qui a intérêt à ce que le transport automobile se fasse bien, n'a pas pris fait et cause, ne serait-ce que pour dire la vérité, c'est offrir des campagnes d'opinion, par exemple. Écoutez, ça c'est pas une question qu'il faudrait me poser. Non, bien sûr, il faudrait la poser aux responsables automobiles, mais je constate la même chose que vous. Oui. Je crois que c'est une question de culture nationale. Je crois que nos responsables d'entreprise n'ont pas compris que c'était très bien de bien gérer leur entreprise, je dirais même que c'est absolument fondamental, c'est leur tâche numéro 1, mais que s'intéresser à ce qu'on appelle la politique publique, ça fait aussi partie de leur devoir. Et il faut bien constater que nos grands chefs d'entreprise n'ont pas du tout cette vision des choses. Ils disent, moi je gère bien, en plus de plus en plus, et leur chiffre d'affaires se trouve à l'étranger, la bonne gestion de la France, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres pays. Quand on voit la puissance
ce qu'on appelle les think tanks, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, même dans des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne, il y a des contre-pouvoirs. Des réservoirs d'idées pour ceux... Des réservoirs d'idées, c'est-à-dire des organismes qui s'intéressent aux politiques publiques, qui sont financés quelquefois par les entreprises, quelquefois par les citoyens. Il y en a d'ailleurs qui ont des opinions divergentes, qui ne sont pas tous du même avis, mais qui réfléchissent à ce qu'il faudrait que la puissance publique, l'État, les collectivités locales fassent. Et nous n'avons pratiquement, à quelques exceptions près, pas l'équivalent de ces organismes. Cette situation, qui est tout à fait ubuesque, n'est-ce pas, de dépenser autant d'argent, je me rappelle 12 milliards d'euros, alors que ce n'est pas nécessaire, pour faire circuler des trains de marchandises ou des trains de voyageurs dont beaucoup sont vides, eh bien, elle n'existerait pas dans d'autres pays, parce qu'on créerait au scandale. Mais nous n'avons pas, en France, jusqu'à présent, de véritable contre-pouvoir. Alors, cette télévision n'est pas encore un contre-pouvoir au niveau des grands médias américains, mais enfin, c'est aussi notre ambition que de permettre à des gens qui savent de s'exprimer et donc de faire en sorte que le grand public soit informé de tout ce qui se passe. Nous allons donc marquer une très brève pause technique pour permettre à nos téléspectateurs de se remettre des nouvelles qu'ils viennent d'apprendre et nous reprenons aussitôt le cours de cette émission. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous allons reprendre le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont Christian Gérondeau, président de la Fédération française des automobiles clubs, est l'invité. Et avec cet expert, ce grand expert des transports, nous évoquons les différents problèmes qui se posent aux usagers des transports français, et notamment aux usagers des services publics. Mais bien entendu, nous allons parler aussi des automobilistes, car il ne faut tout de même pas oublier que l'automobiliste est quelqu'un qui compte, paraît-il, beaucoup dans la société française, mais dont on ne tient en général pas compte. Alors, je vais quand même, pour ne pas laisser nos téléspectateurs privés totalement de la prose de Christian Gérondeau, dont je vous montre le livre « Les danseuses de la République » aux éditions de l'Harmattan, que vous pouvez évidemment acheter dans toutes les bonnes librairies, mais surtout sur Internet grâce aux sites comme Amazon. J'aimerais vous lire un passage très intéressant qui permet de donner la définition du bon transport en commun. C'est à la page 153 de l'ouvrage de Christian Gérondeau, et voici ce qu'il dit. Les enquêtes d'opinion donnent des réponses bien différentes. Lorsqu'on leur demande s'il faut donner la priorité au transport en commun ou à la voiture, le résultat est sans appel. Lorsqu'on demande aux Français. Selon un sondage de l'Union des transports publics, 89% de nos compatriotes pensent que l'avenir est au transport en commun. Lorsqu'on leur demande s'ils seraient prêts à renoncer à leur voiture, au moins pour certains déplacements, il se trouve toujours une majorité pour répondre positivement. Les intéressés ajoutent toutefois qu'il faudrait que les transports en commun soient plus commodes pour qu'ils le fassent. Ils précisent même ce qu'ils entendent par commode. Il faudrait que ces transports en commun passent très près de chez eux, ne les fassent pas attendre et les emmènent rapidement et directement, sans correspondance, à proximité immédiate de leur lieu de destination. Le programme est séduisant. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que de tels transports en commun s'appellent une voiture. Alors ça, c'est vraiment le passage le plus choc, si je puis dire, du livre, parce qu'au fond, on y a tous les poncifs qui sont développés quotidiennement sur les ondes et qui sont démolis d'un coup, parce que ce que veulent les gens, effectivement, ce transport en commun qu'ils viennent de définir n'existe pas. Il n'existera jamais, puisque l'essentiel des déplacements que font les gens, c'est de chez eux à un autre lieu et de ce lieu à chez eux. Donc il n'y aura jamais de transport en commun qui permettra de répondre à cette attente. Oui, globalement, c'est exactement ça. Les transports en commun, c'est très bien pour les autres, mais pour soi, sauf des cas très très particuliers. Si on habite dans le centre d'une très grande ville, centre de Paris, et que sur une ligne de métro qu'on va un petit peu plus loin, à ce moment-là, je le fais moi-même d'ailleurs, puisque je suis parisien, je prends le métro. Mais il faut bien voir que ça, c'est une petite pointe d'épingle dans la masse des transports en commun, des transports. La majorité des déplacements partent d'un point de banlieue pour aller à un autre point de banlieue, et ceci à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Or, il se trouve que de tels déplacements, généralement, il n'y a qu'une seule personne pour les faire au même moment. Donc, créer des lignes de transport en commun pour vouloir répondre à tous les besoins, c'est une vue de l'esprit. Et d'ailleurs, on s'en rend compte,
une ligne vient d'être inaugurée en Île-de-France qui pose beaucoup de problèmes. Elle part de Saint-Germain-en-Laye et elle va un peu plus loin à Saint-Mond-la-Bretèche. C'est une très belle ligne de chemin de fer, on vient de la rénover, ça a coûté 100 millions d'euros. Des beaux trains, ils sont tout neufs, 400 places assises. J'incite d'ailleurs ceux qui habitent dans la région à aller les voir. Ils partent aux heures de pointe, toutes les 10 minutes, il y a en moyenne 8 personnes par train. Parce que, évidemment, des trains de 400 places, vous imaginez le coût de revient. Parce que c'est une vue de l'esprit de penser que l'on peut assurer la masse des déplacements par les transports en commun. Les transports en commun, c'est très bien pour les centres-villes, pour une partie des déplacements des centres-villes, parce que même en centre-ville, la voiture est très utile. C'est aussi pour ceux qui n'ont pas de voiture, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, problème entre guillemets, les sondages le montrent, plus de 90% de nos compatriotes ont une voiture à leur disposition quand ils veulent se déplacer. Que reste-t-il? Il reste les gens jeunes, et puis des toutes petites minorités qui n'ont pas encore de voiture ou qui n'ont pas encore le permis. Mais ça ne représente pas de quoi remplir les transports en commun. Donc, nous avons cette situation tout à fait extraordinaire que 90 ou 91% des gens disent « oui, je suis pour la priorité au transport en commun » et tout de suite après avoir dit ça, ils reprennent leur voiture. Et ils continueront à le faire parce que c'est la nature des choses, parce que la plupart des déplacements sont 2, 3, 4 fois plus rapides en voiture de porte-à-porte qu'en transport en commun, quand il y a des transports en commun. Donc on est dans une situation tout à fait paradoxale où les idées que nous avons ne correspondent pas du tout au comportement. Alors, autre exemple qui est un petit peu de la même nature, nous avons fait des sondages, est-ce que vous êtes pour les villes sans voiture? Est-ce qu'il faudrait interdire les voitures dans les villes? Alors là c'est pareil, c'est un plébiscite. Tout le monde est pour les villes sans voiture. Mais quand on pose la question un petit peu différemment, si dans votre quartier, il était interdit d'utiliser la voiture, est-ce que vous seriez d'accord? Alors là, c'est 90% contre. Et vous avez même à ce moment-là une majorité de gens qui vous disent « mais si on faisait ça, je déménagerais ». Donc, c'est avec ça qu'il faut vivre. Ce qui est dramatique. Dramatique, oui, parce que ça engage des dépenses considérables. C'est que nos dirigeants, jusqu'à présent, ne tiennent pas compte des réalités, mais de ce que les gens pensent. Donc, il faut développer les transports en commun, puisque 90% des gens disent qu'il faut développer les transports en commun. Et donc, vous avez énormément de villes de province, où on fait des lignes de tramway dans tous les sens, et on n'investit pas dans le réseau routier, qui est utilisé par 90% de la population de ces mêmes villes de province. Mais c'est ce à quoi... c'est la difficulté. La difficulté, c'est que nous avons des schémas de pensée. Et on ne peut pas demander à nos compatriotes d'être tous des experts en transport. Il n'y en a pratiquement pas qu'ils soient. Donc instinctivement, c'est évident, il faut favoriser les transports en commun. Et puis une fois qu'on a dit ça, on prend la voiture et on continuera toujours à prendre la voiture. Alors il y a d'autres aspects de ces transports en commun qui sont très fréquemment utilisés par les adversaires de l'automobile. C'est le fait qu'il faudrait finalement mettre les camions sur des trains pour les faire circuler de manière à permettre de dégager les routes et d'augmenter la sécurité des dites routes. Le seul problème, et vous le dites dans votre livre, c'est que si on met les camions dans les trains, ils ne passeront pas sous tous les ponts qui les enjambent, parce que la hauteur ne permet pas de le faire, donc il faudra à ce moment-là passer uniquement dans des conteneurs. Et c'est là qu'on arrive à cette réflexion que vous faites dans le livre et qui est, je dirais, presque à la limite de la fameuse histoire du kilo de plume et du kilo de plomb. Qu'est-ce qui est plus lourd, un kilo de plume ou un kilo de plomb? Tout le monde sait que c'est le même poids, mais tout le monde ne sait pas que si une personne commande 1 kilo de plomb et que 1000 personnes commandent un certain nombre de plumes dont le total fait aussi 1 kilo, ça n'est pas du tout le même mode de livraison. Alors c'est un petit peu ça le problème de la livraison par train. C'est un petit peu ça, si vous voulez. Mais là aussi, nous avons exactement le même phénomène. C'est un plébiscite. Pourquoi est-ce que les marchandises se transportent par camion, alors que ce serait tellement mieux de les mettre sur le train? C'est à nouveau du 95% d'approbation quand vous posez la question comme ça. Et les mêmes personnes qui vous répondent qu'il faudrait transporter les marchandises par train vont faire leurs courses au supermarché, qui évidemment est desservi par camion. Donc les gens là non plus ne réalisent pas que c'est très bien de voir la marchandise sur le train ou sur l'autoroute, mais ça c'est une toute petite partie du trajet. Elle est bien partie de quelque part, cette marchandise. Alors elle part d'où? Elle part d'un verger.
elle part d'un atelier, elle part d'un centre de dépôt, elle part d'une usine, qui généralement ne sont pas desservis par le rail. Les vergers qui produisent nos pommes ne sont pas desservis par le rail. Donc il y a nécessité, si on veut utiliser le chemin de fer, d'un premier trajet. Et là, effectivement, dans la plupart des cas, les trains, si on charge les camions, ne passent pas sous les ponts, donc il faut décharger la marchandise, ou au moins les containers. Et à l'arrivée, c'est exactement le même problème. Entre-temps, n'oublions pas qu'il va falloir des gares d'aiguillage pour que tout ça va prendre des jours. Et à l'arrivée, généralement, les supermarchés ne sont pas dans les gares, donc il va bien falloir transporter les marchandises soit vers l'usine, soit vers le commerce ou vers le particulier, par un autre camion. Donc vous imaginez la complexité, la durée, le coût, l'impact sur l'effet de serre, qui est négatif, bien entendu, parce que tout ça, ça engendre beaucoup plus d'émanations qu'un simple transport par camion ou par camionnette. Eh bien, quand on y réfléchit un peu, on comprend pourquoi 97% des marchandises sont transportées par camion, parce que c'est souple, c'est commode, c'est économique, et pas par train, bien que sur le train, il y ait des subventions absolument colossales, qui fait que l'usager qui fait transporter ses marchandises par le train ne paye que la moitié, le tiers ou le quart du vrai prix. Mais malgré ça, c'est le camion qui l'emporte. Eh bien, nous avons exactement, effectivement, le même phénomène. Lorsqu'on interroge nos compatriotes, ils disent « mais il faut développer le transport de marchandises par train ». C'est tout simplement pas possible, mais ça défie un peu le bon sens. Et c'est là la difficulté, et à nouveau, c'est là la responsabilité des dirigeants. Jusqu'à présent, quelle que soit la couleur politique, nos dirigeants ont abondé dans le sens de l'opinion publique et non pas dans le sens du bon sens et de la logique, qui aurait voulu qu'ils regardent le dossier, et le dossier, il n'y a pas besoin de le regarder longtemps, pour voir qu'on peut dépenser toute la fortune du pays. Ça n'empêche que pour aller d'un verger à un consommateur, ce sera le camion et la camionnette et ce ne sera pas le train. Alors, nous sommes là, une fois de plus, ramenés au problème de l'information des citoyens, qui ne peut pas se faire autrement que par le biais des médias, puisque c'est le seul vecteur qui permette, bon, il y a d'autres moyens bien entendu, mais en général, c'est les médias qui sont chargés d'informer les citoyens des problèmes. Mais les médias ne font, une fois encore, pas vraiment leur travail. Alors, ils abondent même dans le sens de la plus grande pente. Oui, mais là, si vous le permettez, j'ai une vision différente des choses. Alors, les médias, ce sont des amplificateurs. Et comment voulez-vous que les médias amplifient quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est vrai. Et quand, bien entendu, il y a des groupes de pression, je ne dis pas ça négativement, les gens qui travaillent dans les chemins de fer, ou les gens qui travaillent dans l'administration, qui plaident leur cause, demandent toujours de plus de crédit. Bon, ben, c'est comme ça, c'est humain. Même s'ils savent que c'est pas toujours justifié, ben, ils sont payés. Et puis, vous savez, il y a une règle universelle, c'est que le matin, quand on se regarde dans la glace, il faut pouvoir dire qu'on fait quelque chose de bien. Donc, ces gens-là croient ce qu'ils font, et j'ai beaucoup d'amis parmi eux, donc c'est pas eux qui sont en cause. Les médias, je ne les mets pas en cause non plus, parce qu'ils n'ont pas de message dans le sens du bon sens, dans le sens de la réalité à amplifier, parce que les pouvoirs publics, y compris au plus haut niveau, n'ont pas fait leur travail. Si, au plus haut niveau, on expliquait, c'est pas très compliqué, les vrais comptes, voilà ce que ça coûte. Alors vous vous rendez compte que pour faire circuler des trains où il y a très peu de marchandises, on est obligé de mettre combien de milliards d'euros sur la table, et que finalement ce sera sans résultat. Le contribuable, le concitoyen, nos compatriotes comprendrait très bien. Mais jusqu'à présent, personne n'a tenu ce langage de vérité. Et c'est là la responsabilité à mes yeux. C'est pas du tout au niveau des médias. Les médias, eux, ne peuvent pas amplifier un message qu'ils ne reçoivent pas. Alors effectivement, votre analyse est juste, à ceci près quand même qu'il y a très souvent des médias qui rompent un certain nombre de silences, et notamment lorsque les pouvoirs publics, ou d'autres d'ailleurs, ne veulent pas dire la vérité. Donc il y a quand même, à mon avis, nous pouvons être en désaccord sur ce point, non pas sur le fond, mais sur la forme, une responsabilité des médias, quand ils sortent un dossier que les pouvoirs publics ne veulent pas sortir, ou ne veulent pas amplifier, ils sont bien dans leur rôle. Donc là encore, quand vous avez chaque année tant d'argent qui est déversé au profit d'organismes dont les déficits sont masqués, c'est le rôle des médias de le dénoncer. Oui, c'est votre point de vue. J'ai essayé de le faire. Et j'ai vu des médias qui voulaient le faire.
mais ils sont rentrés dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne se vend pas, c'est pas vendable. S'attaquer à la SNCF, c'est un mythe sacré. J'ajoute un fait qui est un fait, c'est que le budget publicitaire de la SNCF, c'est énorme, qu'on n'a pas tellement envie de le perdre quand on a une chaîne de télévision ou quand on a un grand journal. Bon, ça joue aussi. Nous sommes dans un monde qui n'est pas un monde, qui est un monde réel. Mais surtout, la cause principale, c'est que je pense que ceux qui diraient ça seraient ensuite démentis, jusqu'à présent, par les pouvoirs publics. On ne compte plus les rapports officiels qui disent le contraire de la vérité. Ils sont innombrables. Donc c'est extrêmement difficile pour un journaliste, d'abord d'obtenir l'accord de son rédacteur en chef sur un sujet comme celui-là, et ensuite de ne pas se faire immédiatement démentir. Moi j'ai eu des amis journalistes qui m'ont dit « on va faire un titre formidable sur ce que tu racontes ». J'attends toujours, parce qu'ils se sont fait immédiatement dire, mais enfin écoute, Coco, ce que tu racontes, c'est pas crédible, c'est pas possible, ça se saurait si c'était vrai. Ben oui, c'est vrai, mais ça se sait pas. Bon, mais nous sommes effectivement dans ce que l'on appelle, non même plus le politiquement correct, mais l'officiellement correct, car il y a des vérités qui ne doivent pas être dites, et vous savez que dans l'affaire de la sécurité sociale, c'est très exactement les mêmes attitudes qui prévalent. Nous sommes face à un refus d'informer qui est effectivement patent et qui tient, alors non pas forcément à la publicité de la sécurité sociale, parce qu'en général elle est très mauvaise, et ils ne font de publicité que sur leur déficit, mais ça tient au fait que nous sommes dans le domaine des vaches sacrées. Mais enfin, les vaches sacrées, il y a un moment où on les désacralise, et je crois que nous allons dans tous ces domaines vers une désacralisation. Si d'ailleurs le nouveau, j'allais dire le nouveau régime, en tout cas le nouveau pouvoir politique qui est né de l'élection présidentielle du mois dernier, parvient ne serait-ce qu'à cela, ce sera déjà un pas. C'est-à-dire que s'il laisse le débat s'ouvrir, c'est son devoir. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent, et ce sera déjà un pas qui permettra d'aller plus loin. Vous voyez, on peut être modeste de temps en temps dans les ambitions que l'on attribue au prince qui nous gouverne. Vous savez, ouvrir le débat, mettre les cartes sur table, ce serait régler le problème. Oui. C'est ça la difficulté, c'est que le débat n'est pas ouvert. Ou alors quand vous ouvrez des débats, vous réunissez des commissions, 9 fois sur 10, les gens qui en font partie sont jugés partis. Donc vous connaissez immédiatement le résultat des courses avant même que la partie soit commencée. Donc il y a là un vrai problème. Ceci étant, puisque nous parlons de documentation, et que je disais que la plupart des rapports étaient orientés, je signale à votre attention la sortie d'un rapport qui, pour une fois, n'est pas langue de bois sur ce sujet des transports. La première fois que ça arrive, c'est un rapport du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre qui va sortir à la documentation française dans quelques jours. Donc c'est un rapport tout ce qu'il y a de plus officiel, fait par les meilleurs économistes de France et qui dit la vérité. Alors je pense que l'une des explications, c'est que ce sont des gens qui n'appartenaient pas au sérail. Ce sont des économistes rattachés au Premier ministre, surtout pas au ministère des Transports, parce que ça n'aurait pas pu se passer comme ça, et qui disent, par exemple, que vouloir lutter contre l'effet de serre en développant les chemins de fer, c'est une aberration. Parce que ça coûte beaucoup plus cher de lutter contre l'effet de serre par cette manière-là que par n'importe quelle autre manière. Autrement dit, c'est du gâchis de l'argent public. Qui dit également que vouloir développer le fret ferroviaire, c'est voué à l'échec. Alors, je signale ce rapport, qui est un rapport tout ce qu'il y a de plus officiel, auprès du Premier ministre, et je crois que ce sera un des premiers dossiers à mettre sur la table du nouveau gouvernement. Alors ça tombe bien, coïncidence de date, mais il va justement être publié fin juin ou début juillet, et ce sera un rapport, à mon avis, qui devrait faire du bruit, parce que c'est le premier rapport officiel qui dit que blanc c'est blanc et noir c'est noir dans le domaine des transports. Jusqu'à présent, il n'y en avait jamais eu. Bon, eh bien écoutez, vous vous sentirez moins seul une fois que ce rapport sera publié, car pendant des années et des années, vous avez été celui qui a dénoncé inlassablement, et avec des arguments. Vous n'avez jamais utilisé un ton polémique. Je dirais même que votre arme, c'est plutôt l'humour et le détachement, mais vous avez quand même dénoncé toute une série de dysfonctionnements qui pèsent très lourdement sur le budget national et dans la vie des Français. Et je crois que tout ça, c'est très décourageant, mais en même temps, si vraiment le débat est ouvert, ce sera pour vous une récompense. Ce sera une récompense surtout pour l'ensemble de nos concitoyens qui aujourd'hui payent très cher, alors qu'il y a tellement de besoins par ailleurs.
Au total, nous avons parlé de transport ferré. Les transports ferrés, c'est à peu près 12 à 13 milliards d'argent public payé par le contribuable pour les chemins de fer. Il s'y ajoute tout ce qui va au transport public urbain. Et à Paris, c'est la RATP, et ailleurs, ce sont les régies ou plus exactement les concédants, généralement, les sociétés qui exploitent. Quand vous faites le total des deux, c'est 20 milliards d'euros par an. Eh bien, je pense que sans grande difficulté, on pourrait diviser cette somme par 2 sans que nous circulions ou nous transportions moins bien. Faire circuler des trains de marchandises ou des trains, les fameux TER, vides, ça n'a jamais servi à personne. Et ça coûte extrêmement cher. Donc l'enjeu, en peu de temps, en quelques années, il est de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an, ce sont les dotations de nos universités. Et on se plaint que nous avons des universités qui sont sous-financées. Il faut savoir qu'on dépense 10 milliards de trop dans d'autres secteurs où nous pourrions faire l'économie sans aucun inconvénient. Vous dites dans le livre, et c'est une fois de plus une comparaison qui accroche l'esprit, que les quelques 300 000 passagers qui utilisent les TER pourraient se voir offrir chacun une automobile chaque année si on supprimait ces TER et qu'on les remplaçait tout simplement par un service d'autocar. C'est quand même intéressant, c'est un bon moyen de prospective. En fait, c'est très facile, n'est-ce pas? Il y a 3,5 milliards d'euros de subventions pour les transports régionaux, pour les TER. Il y a 300 000 usagers réguliers, c'est les 1% que donnent les statistiques. Quand vous divisez 3,5 milliards d'euros par 300 000, ça fait 11 000 euros par an de subventions par passager. Donc effectivement, on peut offrir une voiture neuve chaque année, ça coûterait moins cher, et ça ferait marcher l'industrie automobile. Alors je vois que vous n'avez pas fait Polytechnique pour rien, vous savez faire une division quand même. Oui, c'est assez rare chez certains de mes confrères, je m'y reprends quelques fois, 2 fois, mais enfin il m'arrive d'y arriver. Alors, autre sujet, évidemment, constamment à l'ordre du jour maintenant, l'écologie. Je sais que vous allez publier prochainement un ouvrage sur l'écologie, dont vous ne dites pas le plus grand bien, tout simplement parce qu'on raconte souvent n'importe quoi là aussi. Mais question, vous n'avez pas signé le pacte de Nicolas Hulot, est-ce que vous êtes vraiment un bon Français? Je vous laisse juge de savoir si je suis un bon Français. J'essaye de l'être en tous les cas. Le pacte de Nicolas Hulot, il est rédigé en termes très très vagues et très très flous. C'est d'ailleurs pour ça que tous les candidats, à une exception près, l'ont signé. Parce que finalement, tout le monde est pour la sauvegarde de la planète. Moi le premier, tout le monde aime l'herbe verte et les petits oiseaux, et personne n'a envie de laisser à nos descendants une planète sans ressources, gâchée, etc. Donc c'est pas le pacte lui-même qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est toute notre politique de l'environnement qui fait fausse route, parce que nous nous orientons vers de fausses solutions. Nous avons parlé des transports, on fait le bilan de ce que coûtent les transports en subvention chaque année et de l'impact sur l'environnement qui est pratiquement nul. On se dit que ce n'est pas le meilleur usage de l'argent public. Et on peut décliner ça pour les éoliennes, pour l'énergie solaire, pour les biocarburants. Autrement dit, nous cédons à une mode et nous dépensons par milliards d'euros, voire par dizaines de milliards d'euros, notre argent, alors qu'en réalité, ça n'a pas d'impact sur les problèmes d'environnement. Et ceci pour une raison qui est tout à fait simple, c'est que la solution au problème d'environnement, je parle effet de serre. Vous savez que c'est un vrai problème, l'effet de serre. Il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas. C'est le gaz carbonique que nous émettons, mais vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, que nous sommes de très loin le meilleur élève de la classe. Pourquoi ? Parce que nous sommes les seuls au monde, pratiquement, à faire de l'électricité sans produire de gaz carbonique. C'est un peu un hasard, mais on a développé l'énergie nucléaire il y a très longtemps parce qu'on disait que ça allait économiser du pétrole, ce qui était faux, mais ça peu importe. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes les seuls à fabriquer notre électricité sans dégager de gaz carbonique grâce aux centrales nucléaires. Or, les écologistes ne veulent pas entendre parler du nucléaire. Donc, tout est là, les écologistes ayant rejeté la solution. Parce qu'il faut savoir que l'électricité, c'est presque la moitié du gaz carbonique dans le monde. Pas chez nous, on n'en fait pas. Mais dans le monde, c'est la moitié du gaz carbonique qui est émis
sur la planète. Les écologistes, ne voulant pas de la solution, c'est-à-dire du nucléaire, développent et nous orientent vers les fausses solutions, qui sont le ferroutage, si on parle de transport, les transports en commun, si on parle de transport dans nos villes, les éoliennes, etc. Tout ça parce qu'ils ont éliminé la vraie solution. Alors voilà, si vous voulez, là, c'est en termes extrêmement simples, mais malheureusement extrêmement exacts, le vrai problème d'écologie. Il y a des vraies solutions, nous commençons par les éliminer, et une fois qu'on a éliminé la vraie solution, alors on s'engouffre dans des fausses solutions qui sont totalement absurdes. Je signale simplement que les éoliennes, c'est très intéressant quand il y a du vent, mais que les 3/4 du temps, il n'y a pas de vent, et que si on développe beaucoup les éoliennes, eh ben on sera amené à une situation assez curieuse où on ne pourra s'éclairer, se chauffer et faire marcher les usines qu'un quart du temps, ce qui est quand même un tout petit peu gênant. Mais ça n'empêche qu'on vous parle partout de la tarte à la crème des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, il faut savoir qu'il n'y en a pas, mais c'est très à la mode. De toute façon, nous sommes dans un domaine qui ressortit à l'hallucination collective. On lance un thème, et puis tout d'un coup, on voit tout le monde déboucher sur ce terrain, raconter n'importe quoi, et à la fin, on a un phénomène d'opinion publique et des gouvernants qui suivent. Bon, voilà ce qu'il faut essayer de rompre en disant la vérité aux Français, et à ceux qui ne sont pas français aussi, car nous sommes maintenant dans un ensemble qui doit tenir compte du fait que l'information circule dans le monde entier, et par conséquent, toute information comme l'aile du papillon, l'extrémité du globe, qui peut provoquer un séisme ailleurs, et bien une information que nous lançons aujourd'hui, par exemple sur Internet, peut très vite atteindre la totalité des habitants de la planète. Alors, pour conclure, cher Christian Girondeau, d'abord je vais rappeler le titre de votre ouvrage et le montrer une nouvelle fois, Les danseuses de la République de Christian Girondeau aux éditions L'Harmattan. Ça, vous avez une mine d'informations. Et d'autre part, j'aimerais également vous demander s'il est vrai, ça vous l'avez dit très souvent, que dans nos villes, la pollution recule. Vous allez faire hurler les gens qui croient le contraire. Tout dépend ce qu'on entend par pollution, mais le terme le plus courant, le sens le plus courant du mot pollution, c'est la pollution qui présente un risque pour la santé. Eh bien, cette pollution-là, j'ai le plaisir de le dire, et c'est pas moi qui le dis, c'est Air Paris, enfin, ce sont tous les observatoires, il y en a 40 en France, c'est d'ailleurs tout à fait remarquable. Nous développons les observatoires de la qualité de l'air et de la pollution au moment où il n'y a plus de pollution, ce qui est une logique extraordinaire. Mais tous ces observatoires constatent que la pollution est en chute libre. Alors elle est en chute libre, pourquoi ? Parce que les usines sont dépolluées. Les chauffages d'immeubles, qui étaient une source de pollution énorme autrefois, sont dépollués, et les voitures et les camions modernes sont dépollués. Une voiture moderne, c'est 20 fois, 40, 100 fois moins de pollution qu'une voiture d'il y a quelques années. Alors ceux qui ne le croient pas, que l'air est dépollué, la qualité de l'air dans nos villes est meilleure qu'au XIXe siècle, elle est meilleure qu'elle n'ait jamais été depuis un siècle, n'ont qu'à regarder les immeubles. Autrefois, on nettoyait les immeubles, et 6 mois après, il fallait recommencer. Aujourd'hui, 10 ans après, nos immeubles, nos cathédrales, nos églises sont encore blanches. C'est une preuve qui en vaut d'autres, mais qui confirme que nous avons une qualité de l'air qui est tout à fait exceptionnelle par rapport à ce que nous avons connu, ce qui n'empêche pas la désinformation de nous rappeler sans arrêt qu'il y a des dizaines de milliers de morts dues à la pollution de l'air qui n'existent plus. Eh bien, sur cette grande nouvelle qui mérite qu'on la fête, nous allons nous quitter en vous remerciant de nous avoir suivis. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. En attendant, soyez heureux, portez-vous bien dans un air dépollué. À bientôt et vive la France.